Guillaume Dozou, bonjour. Bonjour Richard, bonjour à tous. Merci de venir à nouveau nous voir cet après-midi. Guillaume Dozou, chroniqueur, ciné, musique. Et aujourd'hui, nous allons avec vous, Guillaume, parler d'un personnage. On peut dire que c'est l'un des personnages les plus doués et l'un des plus influents de la planète cinéma. C'est Steven Spielberg, qui sera dans l'actualité à de très nombreuses reprises dans les mois qui viennent. Spielberg, vous êtes d'accord avec ça, hein, si on dit que c'est vraiment l'un des plus influents de l'histoire du cinéma? Oui, il a marqué beaucoup de cinéastes et qui tournent encore aujourd'hui. Et oui, il s'est passé vraiment quelque chose avec l'intervention de Spielberg. Oui, Ouais. Alors, il commence à tourner très très tôt. Je crois qu'il a 12 ans quand il tourne son premier film. oui, c'est ça. C'est un peu l'enfant du Super 8, quoi. C'est quelqu'un qui commence à faire des petits courts-métrages. On est à la fin des années 50. Et oui, c'est vraiment des films où il bricole chez lui et il commence à inventer ses histoires et à se faire la main finalement comme ça. Ouais. Ouais. Et très très tôt, il est passionné par l'image, voilà, très 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 jeune. Et je pense que Mhm. c'est quelqu'un qui très vite a envie de faire des films et a envie de faire du cinéma. Oui, c'est ça. Enfin, il a jamais eu d'autre vocation que celle de faire des films. Mhm. Donc il a des parents qui l'ont pas empêché non plus d'aller dans ce sens-là. Donc non, c'est quelqu'un qui va développer ça avec quand même un background un peu difficile et qu'on retrouvera forcément dans ses films, notamment tous ces films qui traitent de la guerre, quoi. Les débuts. Ça se passe comment? Est-ce que on est au cinéma ou est-ce qu'il y a, et il me semble que c'est le cas, des épisodes pour des séries télé? Ah oui, il y a des épisodes pour les séries télé, des séries qui sont un petit peu passées en France. Il y a Marcus Welby par exemple, où là donc il fait un épisode. Il me semble qu'il fait un épisode de Columbo un petit peu plus tard. Donc là on est plutôt début des années 70. Et puis, oui, c'est quelqu'un qui, finalement, qui fait ses armes à la télé. Alors, c'est intéressant parce que finalement, la façon de tourner pour la télévision et celle qu'il utilisera au cinéma sont complètement différentes, hein. On a des contraintes de délai beaucoup plus dures en télé et des choses qui sont très liées finalement au découpage. On est aux États-Unis, donc le découpage entre les coupures pub, où on doit adapter sa façon Eh de oui. filmer, de scénariser pour que la pub vienne au bon moment ou au meilleur moment. Donc il fait vraiment ses armes dans un contexte qui est pas le plus facile, quoi, loin de là. Mhm. Et puis il y a les films qui arrivent, hein, les longs métrages, et dès le premier long métrage, il va imprimer sa marque, si je puis dire. C'est ça, enfin, je pense que c'est plutôt dans les deux premiers, on retrouve quelque chose de particulier, Sugarland Express qui est le premier, et puis le deuxième où là tout le monde sait qui est Steven Spielberg, c'est Les Dents de la Mer. Oui, oui. Là, c'est vraiment le choc 1975, Les Dents de la Mer. Le monde entier décide de ne plus jamais aller à la plage, quoi. C'est Tout ça. le monde, Et ça tout va le monde mettre a en ça en colère tête. Gérard Lenormand qui va enregistrer Gentil Dauphin Triste. Ça, c'est pour la petite anecdote croustillante, si je puis dire, puisqu'on parle des Dents de la Mer. Et les Dents de la Mer, c'est le premier blockbuster de l'histoire du cinéma. Oui. Oui, oui, bien sûr. Avec un budget très limité pour l'époque, on a un requin en carton-pâte, on a une plage, enfin très peu de décors finalement, beaucoup de sites naturels, hein. On tourne très peu en studio et on a un Spielberg qui axe vraiment tout son cinéma sur l'effet que ça va produire sur le spectateur. On est vraiment là pour emmener le spectateur dans l'eau avec le requin et ça marche tout de suite, quoi. Est-ce que c'est vrai qu'il refuse de faire tourner Marlon Brando dans ce film-là? Est-ce que c'est vrai que les producteurs Ouais, voulaient Marlon Brando et que Spielberg finalement choisit d'autres acteurs beaucoup moins connus? Alors ça, j'ai lu des rumeurs, oui, des comptes rendus de rumeurs qui disaient que c'était le cas. D'autres disent que c'est pas très clair finalement, ça. Mhm. On est en 75 à l'époque où Marlon Brando est en perte de vitesse, donc on sait bien qu'à ce moment-là, son agent ou ses agents essayent de le caser vraiment partout Un peu où il y a partout. de la place. C'est comme ça qu'il se retrouve, par exemple, dans le dernier tango à Paris. Mais oui, enfin, j'ai pas de version officielle sur ce sujet-là, quoi. Après Les Dents de la Mer, nous avons un autre film extrêmement marquant dans le parcours de Spielberg, c'est bien entendu Rencontre du troisième type. Voilà, c'est ça. Spielberg qui s'attaque au fantastique, au monde du fantastique, et avec succès, on peut le dire, hein. Rencontre du troisième type, un film d'extraterrestre. Ce serait le premier d'une longue série. Un film avec des enfants, c'est le premier d'une longue série.
Et ce qui est intéressant quand même à noter dans Rencontre du troisième type, c'est que dès ce moment-là, donc il a fait quand même très peu de longs métrages, hein, mais il rend hommage déjà au cinéma dans le sens où François Truffaut joue dans ce film. C'est vrai. Et il joue un des professeurs là, qui s'occupe d'accueillir les extraterrestres ou de comprendre ce qu'ils veulent. Et donc c'est intéressant de voir que Spielberg c'est vraiment l'enfant du cinéma pour les Américains, mais qu'il a été pioché un peu partout, et donc notamment en France, quelques bonnes références. Oui, il a beaucoup d'admiration pour François Truffaut, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, Il le cite souvent en référence. Vous voulez donc dire, Guillaume, qu'il y a des sujets récurrents qui reviennent sans cesse alors dans la carrière de Steven Spielberg? Oui. Les sujets de Spielberg sont faciles à détecter. Bon, le premier est celui qui revient pratiquement à chaque fois, c'est le sujet de l'enfance. E.T. par exemple, c'est clairement un sujet enfantin. Après, on a des choses un peu plus légères comme Hook par exemple, donc le film sur Peter Pan qui parle forcément de l'enfance, mais l'Empire du Soleil, Tintin bientôt. On est vraiment dans la thématique de base chez Spielberg, c'est vraiment l'enfance. Et puis après, on est teinté d'autres choses comme la guerre. Donc c'est un enfant qui a vécu la guerre, ce Spielberg. Donc on va avoir des sujets très axés sur la guerre, la façon de faire la guerre, pourquoi. Enfin, vous avez vu le soldat, enfin qui veut sauver il faut sauver le soldat Ryan. Voilà. Les films historiques et le devoir de mémoire également qui est souvent qui est souvent là, qui est souvent présent. Ouais, il a beaucoup œuvré pour une fondation sur l'archivage des témoignages de survivants de la Shoah. Ouais. Donc il est quand même très actif énorme là-dedans. Il a fait un travail énorme en effet auprès des survivants de la Shoah. Et évidemment, il y a ce film qui est très important, c'est La liste de Schindler. Oui, c'est ça. C'est à ce moment-là qui met en place cette fondation et qui commence à vraiment recueillir de plus en plus ces témoignages. Ça n'a pas dû être facile d'ailleurs à l'époque pour lui de tourner un film comme La liste de Schindler, parce que il n'est pas facile de faire une fiction sur ce génocide qui reste l'un des plus importants de notre histoire. C'est vrai, mais c'est quelque chose qui lui tenait à cœur depuis bien longtemps. Mais ce qu'il faut voir quand même, c'est, enfin, historiquement, quand le film est sorti, il n'est pas contesté. Alors, il est peu contesté. Il est peu contesté. Au niveau historique, il est peu contesté. Au niveau cinématographique, il est très contesté. C'est vrai. Là, ça par contre, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, peut-être, c'est forcément volontaire chez Spielberg, mais on a quand même très souvent d'un côté les très bons et les très méchants, quoi. Mm-hmm. Et c'est peut-être le côté enfantin aussi de son cinéma d'une manière générale qui montre ça, mais la critique a reproché beaucoup ça à Spielberg à l'époque de La liste de Schindler. Mais il y a toujours une ambivalence comme ça, hein, chez lui, très, très étrange, à la fois très bon cinéaste, mais quand même très souvent manichéen, quoi. Mm-hmm. Un aspect manichéen qui peut-être dérange alors. Oui, bien sûr, oui. Mais c'est toujours, le manque d'aspérité chez les personnages, c'est toujours quelque chose qui déçoit un petit peu, quoi. Est-ce que c'est quelqu'un qui tourne beaucoup ? Oui, c'est quelqu'un qui tourne beaucoup, puisque la même année d'ailleurs que La liste de Schindler, il sort Jurassic Park. Donc deux ambiances totalement différentes. C'est sorti la même année Jurassic Park et La liste de Schindler. C'est incroyable ça. Et donc, deux telles productions. Deux gros sujets, enfin vraiment deux films qui ont fait l'actualité pendant des mois, si ce n'est des années, parce que la révolution de la 3D numérique pour les dinosaures de Jurassic Park, et puis vraiment la fiction historique très ancrée dans la dure réalité avec La liste de Schindler. Donc c'est quelqu'un qui arrive à faire les deux en même temps. Et juste après, il se prend un break de 4 ans et il fait Jurassic Park 2 qui arrive là. On l'attend pas vraiment. On l'attend pas vraiment, mais c'est vrai qu'il est pas mal non plus le numéro 2. Hein, non, bien sûr. Et c'est étonnant parce qu'on a cette même chose. Donc c'est 97, hein, la suite de Jurassic Park, Le Monde Perdu. Et la même année sort Amistad, donc un film sur l'esclavage. Alors les enfants de Spielberg, qui sont-ils justement, Guillaume Dozou? Il y a un film qui est sorti il y a quelques semaines et qui cartonne en salle, c'est un film qui s'appelle Super 8. Oui. Super 8, c'est pas un film réalisé par Spielberg? Non, pas du tout. C'est un film qui est produit par Spielberg. Ouais. Et donc le réalisateur de ce film-là s'appelle J.J. Abrams. C'est quelqu'un qui est très très en vogue également à la télévision. C'est celui qui a écrit et réalisé la série Lost, par exemple.
C'est celui qui est derrière la série Fringe également. Mhm. Et donc des choses vraiment, on va dire, très très intéressantes et à voir sous de multiples angles. Et ce J.J. Abrams là, avait également fait au cinéma un remake de Star Trek. Très bien. Donc, Donc c'est quelqu'un qui revendique son influence très clairement affichée pour Spielberg. Pour Spielberg. Oui, Ouais. c'est clair et net. Pour ceux qui ont vu Super 8, c'est évident. Enfin, il y a du Spielberg partout, quoi. Super 8 en 2 mots, ça raconte quoi? C'est l'histoire, alors ça va être intéressant parce que la première partie de l'intervention était là-dessus, c'est l'histoire d'un groupe d'enfants qui décide de faire un petit film en Super 8. Ça se passe dans les années 60, pardon 70, on doit être même en 79. Et donc ce petit groupe d'amis, ils ont une douzaine d'années, 13 ans, ils décident de faire un film de zombies. Dans leur petit village. Ouais. Et donc avec chacun son rôle, le maquilleur, le perchman, le caméraman, les acteurs. Et un soir, ils décident de tourner une scène à côté d'une gare, un peu désaffectée, et il y a un accident de train pendant qu'ils sont en train de filmer. Donc tout le monde s'en va, la caméra tombe par terre, et elle continue de tourner. Ah. Et c'est qu'une fois que les rushs sont développés, qu'ils peuvent voir un peu ce qui se passe autour de cet accident de train bien mystérieux. Bon, c'est un des grands succès cinématographiques de cet été, Guillaume. Oui. C'est justifié? Moi, je trouve que c'est justifié. Ça se regarde très très bien au premier degré en disant allez, je vais au cinéma et je m'amuse. Ça se regarde très bien si on a des connaissances en Spielberg, parce qu'il y a des clins d'œil un peu partout qui sont intéressants, surtout sur des films comme les Goonies par exemple, Ouais. sur des films comme les Indiana Jones, des choses comme ça qui sont oui, très appuyées. Mais on sent que le J.J. Abrams, ça fait quelque chose vraiment pour se faire plaisir. En plus, il est produit par Spielberg. Enfin, je pense que là, il a atteint quelque chose de l'ordre du rêve. Est-ce qu'on peut citer encore d'autres enfants de Spielberg en quelques mots? Le deuxième, plus évident, c'est aussi Peter Jackson, Ouais, Le Seigneur des Anneaux. par exemple. Et puis, alors, bon, Le Seigneur des Anneaux n'est pas forcément très proche de l'univers Spielberg, mais ce qu'il a fait d'un peu plus intimiste, comme Créature céleste, c'est quelque chose de là où on retrouve le Spielberg adouci, quoi. Les histoires d'enfants, des choses comme ça très intimistes. Ouais, c'est le Peter Jackson du Seigneur des Anneaux a aussi fait des choses beaucoup plus calmes. Un peu moins connues, c'est vrai, mais elles Oui. sont intéressantes. Ouais, aussi. King Kong, son remake de King Kong Le remake était de très King Spielberg, Kong, par exemple. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a il y a une apparenté là, dans l'image, dans le traitement. Ouais, il y a clairement une véritable influence. Mhm. Et puis, une fois de plus, un gros animal qui peut faire penser aux gros animaux de Jurassic Park. Donc Peter Jackson, oui, très, très, très lié à Spielberg aussi. Allez, après le gros animal, le tout petit chien, Milou, celui de Tintin, on en parle cet après-midi parce que Tintin, c'est Spielberg, il en rêvait depuis très longtemps et il va, enfin en tout cas le film est déjà tourné, on va même le découvrir, je crois que c'est à la fin de l'année. Hein. 26 octobre pour les Français. Et on va en parler dans quelques secondes. C'est donc le 26 octobre que va sortir ce film, ce long métrage dont on entend parler. Allez, ça fait plus de 10 ans maintenant, Guillaume. Oh, c'est Spielberg rencontre Hergé en 83. Alors attendez, Spielberg rencontre Hergé en 1983. Voilà. Moi, je ne savais même pas que ces deux-là s'étaient rencontrés. Juste, et Hergé décide de mourir quelques semaines plus tard. Donc, ça veut dire qu'Hergé avait vu quoi de Spielberg s'il meurt en 83? 83, c'est Indiana Jones, quoi. Indiana Jones. Ah, alors oui, j'imagine que ça peut lui plaire à Hergé, Indiana Jones. Oui, alors finalement. c'est étrange parce que Hergé avait vu Indiana Jones. À l'époque, Le Temple Maudit et Les Aventuriers de l'Arche Perdue sont sortis. Et Hergé disait à ses proches, si Tintin doit être réadapté au cinéma, le meilleur pour moi c'est Steven Spielberg. Bon, très bien. D'accord. Et puis... la parole du maître est importante, hein. Surtout celle d'Hergé. Exactement. Parce qu'il fallait, y a des héritiers qui sont là et qui surveillent les choses de très très près. Ouais, hein, c'est quand même assez verrouillé. Et puis d'un autre côté, il y a un article qui paraît aux États-Unis dans un magazine de cinéma et qui compare Indiana Jones à Tintin. Et Spielberg se dit tiens, qu'est-ce que c'est que ce Tintin-là? Je vais m'y intéresser. Il lit tout Tintin et il prend contact avec Hergé. Donc là, c'est une rencontre comme ça, poussée, puisque Hergé pense à Spielberg, Spielberg pense à Hergé, et forcément, ils rentrent en contact l'un avec l'autre, et ils décident de bosser ensemble à partir de 83, mais forcément, alors ça marche pas. Pourquoi il ne se passe rien entre 1983 et 2011 aujourd'hui? Parce que ce projet, on en parle depuis tant d'années. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a jamais vu le jour?
Enfin, en tout cas jusqu'à octobre prochain. Eh ben, Spielberg a eu beaucoup d'autres projets. Il y a des problèmes de droit et qui ont été traités de façon très très longue du côté de la famille Derger. Ouais. On a vraiment beaucoup de protection autour de ça. Donc une fois que le maître est mort, ça a été beaucoup plus difficile d'entamer les négociations. On sait que Tintin a été adapté au cinéma. Il y a eu, je crois, 2 films, hein, mais qui n'étaient pas forcément très réussis. C'est pas facile d'adapter Tintin au cinéma. Oui, il y avait même eu un film de marionnettes, Oui, c'est le vrai. tout premier, qui devait être Le Crimbe aux pinces d'or. Et puis, oui, 2 films d'animation qui n'étaient pas sortis en album à l'époque, hein, Les Oranges Bleues et puis Le Mystère de la Toison d'or. Bon, si, c'est intéressant parce que ce sont vraiment des aventures de Tintin. Elles sont validées finalement par Hergé, donc ça se regarde quand même. Mais bon, effectivement, on n'a pas toute la dimension d'une aventure de Tintin telle qu'on l'a dans les albums. Alors, qu'est-ce que ça va donner, ce Tintin réalisé par Spielberg? J'espère que ça va donner quelque chose de bien. On est là sur Le Secret de la licorne. Donc c'est un double album quand on l'achète en librairie. Il y a le Trésor de Rackham le Rouge en second et donc le Secret de la licorne en premier. Là, Peter Jackson et Steven Spielberg ont décidé d'adapter donc ce doublé-là avec en plus un petit morceau du Crabe aux pinces d'or parce que c'est à cet endroit-là, dans cet album-là, que Capitaine Haddock rencontre Tintin. Ah oui, puis là on pouvait pas se passer du Capitaine Haddock. Ça va pas être facile, effectivement. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? On a déjà vu évidemment quelques images, hein, ça tourne partout sur Internet, on en voit en télé, on en voit un peu partout. C'est de la 3D en motion capture. Alors pour pas faire trop de technique, on a pris des vrais acteurs, on leur a posé des capteurs partout sur le visage, sur le corps, et ils ont joué vraiment les scènes, donc dans des salles informatiques. Ouais. Et ensuite, électroniquement sur ordinateur, on leur a donc collé le visage de Tintin, le visage du Capitaine Haddock, et on a fait en sorte que ce soit à peu près conforme. Alors, puisque vous avez déjà vu des images, Guillaume, Oui. moi personnellement, j'en ai pas encore vu. Hein. C'est bien. Est-ce que ce sera étonnant? Enfin, est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que ça vaut? Esthétiquement, je trouve ça intéressant parce qu'ils n'ont pas cherché à humaniser complètement les personnages. On n'a pas un grain de peau, le grain de peau humain. On a vraiment comme si on avait des images animées. C'est-à-dire que on a, vous verrez dans les bandes annonces, mais on a un avion qui se crache dans le sable. On a des choses comme ça, Ouais. et on sent qu'ils ont pas fait le choix d'avoir une réalité totale, quoi. On est vraiment dans l'animation, comme on a pu le voir dans Toy Story ou des films comme ça, où on prend le choix de ne pas humaniser complètement les personnages. Donc esthétiquement c'est intéressant, j'espère que l'histoire sera à la hauteur des albums. Merci beaucoup, Guillaume Dozo, et à bientôt. À bientôt.